fait mes classes entre 1975 et 1978. Donc c'était une époque quand même où il y avait beaucoup de travail communautaire. Enfin, j'ai suivi les cours de M. Genier, puisque à l'époque c'était lui qui était responsable de la section d'animation. Et lui nous a beaucoup amené sur cette réflexion sur le développement communautaire, sur les questions participatives, sur les questions collectives, les questions quand même politiques, sociales, comment se développait l'urbanisme, comment les gens pouvaient vivre dans ces grands quartiers, etc. Donc il y a tout eu un questionnement sur la question du changement, aussi sur savoir si on était des acteurs sociaux de changement, si on était des acteurs sociaux de contrôle, etc. Donc c'est toujours un peu la question qui a traversé toutes nos études, où je pense qu'on a eu une réflexion quand même très politique à cette époque. Bon, en plus, ça c'était 6-7 ans après 1068. Est-ce que vraiment on s'intègre dans un système institutionnel pour quand même, par rapport à des failles du système, pouvoir travailler et encourager des gens à s'inscrire dans des mouvements pour changer le monde, ou est-ce qu'on renonce finalement à travailler et puis on a plus un travail de militant? C'est vrai qu'à la fin de l'école, face à tous ces questionnements, moi j'ai renoncé de commencer tout de suite la profession, que ce soit assistant social, animateur. Donc pendant un certain temps, j'ai quitté, à cette époque, j'ai quitté la Suisse pendant quand même un certain nombre d'années. Hein, pendant 4-5 ans, j'ai quitté la Suisse. C'était peut-être une quête à quelque part pour vérifier peut-être certaines choses, mais surtout dans le sens que j'étais intéressé par d'autres sociétés qui fonctionnent différemment que la Suisse. Et c'est vrai qu'à l'époque, la société suisse était plus étouffante qu'elle ne l'est actuellement. Elle était plus fermée, je pense. Simplement, on était un petit peu moins en relation avec les mouvements sociaux. C'était d'autres types de mouvements sociaux. Et en Hollande, j'étais assez intéressé par le système social qui avait été mis en place. Et je trouvais en tout cas intéressant, d'autant plus que j'avais travaillé pendant 6 mois en Hollande. Et ensuite, quand je suis parti en Amérique latine, c'était quand même avec quelques velléités et d'intérêt pour le journalisme, les relations qu'il y avait au niveau nord-sud, le travail que menait la coopération technique, qui s'appelait comme ça à l'époque, de savoir un petit peu l'influence qu'ils avaient dans ces pays, si les rapports étaient corrects, quel était l'impact en fait de ces projets, et connaître un peu mieux les problèmes justement qui existaient au niveau économique, social dans ces pays, et côtoyer des gens qui étaient dans ces luttes, côtoyer des syndicats. Quand je suis parti en Amérique latine, j'avais beaucoup d'adresses par rapport à des gens qui militaient justement dans des syndicats, qui militaient dans des ONG. Et c'était un voyage qui était en même temps un voyage de découverte et en même temps un voyage, en guillemets, un peu journalistique. Alors je suis revenu dans ce voyage avec pas mal d'espoir sur ce qui se déroule à l'extérieur, dans les autres pays, en me rendant compte que les gens prenaient leurs responsabilités et s'engageaient, et savaient pourquoi ils s'engageaient. Alors les choix pouvaient être diversifiés. Et c'était aussi que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qu'il fallait faire ici, quoi. Comme toujours, on se rend compte que c'est important de militer dans son propre pays et d'avoir une action dans son propre pays pour qu'il y ait une influence à l'extérieur. Lorsque j'ai commencé l'atelier Boguet, j'ai trouvé extrêmement intéressant parce que c'était une expérience qui avait été créée en 1983. C'est une animatrice qui s'appelait Evelyne Roland-Corbert, qui malheureusement est décédée. Mais elle a lancé cette animation, enfin cet espace, parce qu'en fait elle avait envie de trouver un terrain d'accroche avec des jeunes adolescents qui n'allaient pas automatiquement dans les centres de loisirs à l'époque ou les centres socioculturels actuellement. Et elle a trouvé, en fait, en discutant avec des jeunes, c'était vraiment un besoin notoire à l'époque. Hein, les vélomoteurs, c'était vraiment la mode. Tous les jeunes avaient des vélomoteurs, ils les maquillaient, etc. Ils avaient envie de les réparer dans des centres. Elle a travaillé dans un autre centre socioculturel. À l'époque, il n'y avait pas d'atelier, donc ils avaient un tout petit endroit, un tout petit lieu pour faire des réparations. Et elle est partie quand même d'un besoin réel des adolescents pour se battre avec les adolescents pour trouver un espace. Et la ville de Lausanne a accordé cet atelier qui est quand même immense, hein, puisque cet atelier, il est situé maintenant au rez-de-chaussée de Pôle Sud, hein, c'est la grande salle de Pôle Sud, c'est la salle polyvalente de Pôle Sud. Et c'est un atelier quand même de 120 mètres carrés.
Ce qui fait que c'était vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant pour les jeunes de tout à coup avoir à disposition un tel lieu. Et ça représentait, quand je suis arrivé, entre 20 et 40, même des fois jusqu'à 50 jeunes qui venaient réparer leur vélomoteur. Donc on a essayé aussi d'instaurer un lieu de confiance, on a essayé d'instaurer un lieu où il puisse y avoir la parole libre. Et on abordait beaucoup d'autres questions qui touchaient l'apprentissage, qui touchaient... à l'époque, on parlait du sida déjà, enfin, il y avait des questions sur l'alcoolisme, il y avait des questions sur... qui étaient assez, disons, graves, et d'autres questions qui étaient plus en relation avec la vie des ados, la musique, les boguets, la mécanique. En fait, c'est là que le métier d'animateur a commencé à me passionner parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des possibilités, même dans une institution, de créer des lieux alternatifs, ou en tout cas de créer des lieux d'expérimentation où les gens pouvaient commencer à avoir une pratique de la démocratie réelle. En fait, ça rejoignait toutes mes expériences que j'avais eues dans des écoles autogérées, où j'avais déjà vécu ça, où des jeunes, des enfants pouvaient poser des actes et avaient une responsabilité sur la manière dont étaient gérés les lieux dans lesquels ils s'inscrivaient. Et ils pouvaient aussi décider en fait un peu du programme. Pour moi, l'animation, l'accueil, c'est extrêmement important, mais pour moi, c'était plus facile d'accueillir des jeunes et de discuter avec eux du fait qu'il y avait un support qui permettait que les gens venaient ici avec vraiment le désir et un intérêt et quelquefois une passion, et qu'ils pouvaient passer des heures sur leur vélomoteur. Puisque le maquillage était autorisé à l'époque, il y avait eu un accord avec la police où la police n'intervenait pas directement dans le lieu. Donc, ils savaient que des jeunes venaient maquiller leur vélo à l'atelier Boguet, leur vélomoteur. Par contre, ils savaient aussi qu'on était attentif à ce qu'il y ait des lumières, que les freins fonctionnent, il y a eu des campagnes pour qu'il y ait un éclairage correct des vélomoteurs. C'était un travail de prévention qui était intéressant. Et là, j'ai aussi remarqué que finalement, on pouvait aussi avoir un contact avec la police d'une manière différente et qu'ils pouvaient être respectueux d'une démarche d'animation socioculturelle. Un autre aspect qui m'intéressait, c'était de continuer de relier mes préoccupations par rapport au contact avec le reste du monde, hein. C'est-à-dire réfléchir aussi aux questions de développement. Et là, on a eu l'idée de prendre contact avec un atelier mécanique qui existait au Burkina Faso. Une espèce de correspondance qui commence entre les jeunes de l'atelier Boguet et ce mécanicien. Et petit à petit, on a forgé une relation. Et c'est justement cette expérience qui nous a conduit à organiser un voyage au Burkina Faso. Et ce voyage au Burkina Faso est organisé justement avec Fabio Cataneo, qui est venu travailler par la suite à Pôle Sud. Donc lui, il est venu avec des jeunes du centre socioculturel où il travaillait, à Bellevaux. Et on était une douzaine de personnes. On était une douzaine de personnes à partir au Burkina Faso. Et on a travaillé avec une ONG qui s'appelle Lozar. Et on a aussi travaillé avec la DDC, où il y a des jeunes qui ont pu aller travailler dans des ateliers mécaniques qui étaient soutenus par la coopération technique suisse. Il était possible de créer un nouveau lieu autour de la question du voyage, de la découverte des cultures, des relations nord-sud, de poser des questions sur ces sujets-là. C'est vrai qu'avec des jeunes, on avait pu réfléchir sur ce que représentait le voyage, sur ce que pouvaient leur apporter des expériences dans d'autres sociétés. Et nous avions l'impression qu'il était intéressant de systématiser ce travail et de le proposer sous une autre forme que sous la forme de voyage. Donc nous nous sommes dit que c'était intéressant d'avoir un lieu qui permette des discussions, qui permette des débats, qui permette à des gens de proposer des soirées, des expositions, des films, tout un tas de supports, mais toujours avec cette volonté de parler du monde, de parler des rapports qui existent entre les différents continents, de parler de ces fameuses relations nord-sud, de tout ce que comporte l'aide au développement, comme on en parle encore actuellement,
voilà, de toutes ces questions qui nous traversent. Et aussi ces questions de migration qui sont de plus en plus importantes, puisque ce monde globalisé dont on parle beaucoup fait en sorte qu'il y a de plus en plus de gens qui voyagent ou qui sont obligés de partir de leur pays ou simplement qui quand même ont envie d'aller travailler ailleurs. On se rend compte que si on aborde ce genre de questions, on aborde aussi les questions d'identité, d'appartenance culturelle. Et ça, c'est des questions qui sont très très difficiles à gérer. Parce qu'il y a une tendance actuelle dans la société, c'est en fait, de parler beaucoup de la diversité, de parler de ces questions de multiculturalité, et finalement d'oublier qu'il y a aussi des différences au niveau. Enfin, voilà, on a oublié un peu les différences sociales. On parle beaucoup moins des classes sociales, on parle beaucoup moins des questions économiques. Et j'ai l'impression qu'on focalise les problèmes sur les questions culturelles. Il est intéressant de montrer que l'identité, elle est multiple. L'identité se recompose comme les cultures, c'est quelque chose de dynamique. Pendant toute la vie, l'identité des gens se construise. Et actuellement, j'ai l'impression qu'on cantonne les gens, on cantonne l'identité des gens en relation avec leurs racines, avec leur culture, avec le fait d'où ils viennent. Et je pense que c'est très grave et très dangereux de focaliser en fait la question là-dessus. L'identité, elle est multiple. Et beaucoup de gens, enfin tout le monde actuellement, on doit faire avec cette question-là, où on a des identités sectorielles, on a des identités qui viennent de notre travail, de la religion si on en a une, voilà, aussi du statut social, du statut qu'on a. Et cette identité se construit, on la transporte toute notre vie. C'est vrai que les gens doivent apprendre à vivre ensemble, qu'il ne faut pas nier qu'il y a des habitudes différentes, qu'il y a des pratiques culturelles différentes, mais il y a aussi des choses qui nous relient. Il y a toujours le côté universel qui nous relie, il y a des questions qui sont autour de la vie, de l'amour, des questions de la mort. Enfin, il y a des questions qui traversent toutes les sociétés. Et maintenant, si on veut recomposer une véritable société, montrer qu'elle est dynamique, il faut aussi tenir compte de ce qui nous relie, des interactions qu'il peut y avoir entre les gens. Et je pense qu'en Suisse, il y a une manière de voir l'intégration des gens et de parler de cette question qui est une troisième voie que je trouve assez intéressante, qui est quand même plus sur la question de l'interculturalité, une question sur la réciprocité entre les gens, entre les différents groupes culturels, et qu'il y a un effort qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire reconnaître qu'il y a des différences de culture, aussi reconnaître que c'est important que les gens vivent véritablement ensemble et qu'il y ait encore des valeurs universelles qui existent et ces valeurs universelles font que nous allons pouvoir construire un monde dans lequel on puisse accepter des différences culturelles, mais qu'elles ne soient pas prévalentes, enfin, que ce ne soient pas les différences culturelles qui prennent trop de place. Je pense que l'objectif, c'est quand même qu'on puisse s'enrichir au contact de nouvelles personnes, mais qu'après, on puisse véritablement avoir des échanges et comprendre et évoluer, et aussi construire un monde avec toujours quand même ces valeurs, pour moi, qui sont suprêmes. C'est quand même la participation, les histoires de collectivité, les histoires de discussion, de prendre des décisions ensemble, de pouvoir véritablement avoir une influence sur tout notre environnement, sur la manière dont on construit une société, dont on construit un système. J'ai commencé à réfléchir avec Ken Nielsen, qui était animateur au Centre socioculturel de Grand-Venne, de la manière dont on pouvait développer les activités vidéo dans les centres socioculturels. Et ce qui était au parallèle, c'était intéressant parce qu'en parallèle, il y a un professeur de l'école sociale de Lausanne, André Bédet, qui avait commis un livre qui s'appelait Vidéo plurielle. Et il avait étudié, enfin il avait été regardé un petit peu dans les institutions sociales suisses romandes, quelle était la production au niveau de la vidéo, comment les gens, les animateurs ou les éducateurs utilisaient le support vidéo
dans leurs animations. Donc on ne partait pas de rien du tout. Et le constat que lui faisait, c'est qu'il y avait peu de production aussi parce qu'il y avait peu de studios de post-production. À l'époque, le montage était quelque chose de complexe. Et il y avait peu de formation aussi au niveau du montage. Donc les gens filmaient beaucoup, mais ensuite ne montaient pas. Donc on était souvent face à des documents qui duraient une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, et qui étaient extrêmement ennuyeux. Notre idée, c'était créer vraiment un studio de post-production qui pouvait être utilisé par l'ensemble des centres. Et nous avons lancé ce projet avec Ken Nilsson. On a fait un document. Roland Bormans, qui était passionné de théâtre, nous a aussi donné un coup de main pour préparer ce document. Et nous l'avons défendu à l'époque devant la Fédération lausannoise des centres de loisirs. Et c'est vrai qu'il n'a pas tout de suite bien passé, ce projet. Je pense que c'est vrai que c'était un projet, c'était nous qui anticipions, on ne venait pas directement d'une demande de la part des usagers, mais en même temps, on sentait qu'il y avait des envies quand même un peu partout d'utiliser ce médium. Et voilà, c'était presque considéré comme quelque chose d'élitaire, qui n'était pas automatiquement nécessaire de lancer dans un centre socioculturel, dans les centres socioculturels. Donc nous avons continué à développer un projet, on l'a retravaillé pour montrer qu'il y avait plus aussi l'aspect de formation pédagogique, montrer que c'était extrêmement important pour les gens de parler de leurs activités grâce à la vidéo, de traduire leurs impressions par l'image, de montrer qu'on peut percevoir le monde de manière différente quand on fait des films. C'est vrai que dans les années 90, c'est là qu'on était de plus en plus bombardé d'images. Et ça coïncidait quand même avec une nécessité que ce soit les jeunes ou les adultes puissent avoir des instruments d'analyse par rapport à ce nouveau médium. En parallèle, il y avait la démarche de créer une télévision région lausannoise. C'était une initiative qui était prise par la municipalité de Lausanne, par Brella à l'époque, qui trouvait intéressant de développer une télé de proximité. En 1993, ce projet était lancé. Donc il coïncidait vraiment avec notre travail que nous, on démarrait aussi dans les centres socioculturels, qui est un travail qui se voulait plus professionnel. Et la chance qu'on avait, c'est que il y a eu une association qui a été créée, une association qui devait gérer cette télévision locale, télévision région lausannoise. Et l'idée, c'était qu'il y ait des producteurs qui viennent d'horizons très différents, qui fassent les programmes de cette télévision. Donc nous, on s'est dit, tiens, c'est une occasion pour les centres socioculturels de proposer des émissions. Par contre, on s'est dit que ce qui était intéressant, c'était de créer une association, c'est l'association Zebra, que nous avons créée en 1994, qui puisse justement s'investir dans la création et la production d'une émission qui pourrait être diffusée sur cette télé. L'idée, c'était d'avoir un espace de création, mais un espace de discussion, d'échange, de réflexion. Et par rapport à ces valeurs de l'animation socioculturelle, pour moi, c'est extrêmement important de voir qu'il y avait une émergence de savoir et aussi une prise de décision. Que les prises de décision étaient vraiment collectives. On passait des heures le mercredi soir à discuter sur les programmes. Chaque sujet était discuté. Enfin, il y avait une réelle participation au niveau démocratique, au niveau de la réalisation et de la vie de cette émission. Nous avions mis en place des formations, des ateliers, pour que les gens puissent mieux maîtriser ce que c'est que le tournage, ce que c'est que la réflexion autour de la conception d'un film, comment développer un point de vue sur n'importe quel sujet, sur la réalité. Donc ça, c'était un des autres objectifs du secteur audiovisuel de Pôle Sud, c'était mettre en place tout un système de formation, et aussi un système de formation où on travaillait sur le sens de ce qu'on allait créer. Je trouve extrêmement important d'avoir un engagement syndical dans le lieu de notre travail. Et je pense que ça a marqué quand même mon parcours en tant qu'animateur. Et j'ai pu participer à l'élaboration des conventions collectives. C'est un lieu que je trouve extrêmement important pour discuter avec mes collègues. On peut discuter de tout. On arrive à parler aussi bien des conditions de travail que du contenu de notre travail. Et ensuite, c'est important qu'on puisse relayer ce discours auprès de la direction, auprès de la ville,
Et actuellement, il y a une délégation syndicale au sein de la structure de la fondation qui permet justement d'amener un discours différent, en tout cas d'interpeller la direction et d'interpeller la ville sur les questions qui sont importantes pour nous, c'est-à-dire l'évolution de l'animation, la poursuite de ce travail sur la participation, sur les décisions, sur l'autonomie des gens et sur l'accompagnement de certains mouvements politiques ou certains mouvements sociaux ou des gens qui ont des revendications face à la commune. Des fois, c'est des choses qui sont simples. Il y a des fois des revendications des gens qui sont facilement écoutables par les pouvoirs politiques. Et d'autres fois, les pouvoirs politiques ne sont pas d'accord avec, évidemment, les revendications des gens. Donc ça fait partie aussi de notre rôle de les relayer. Donc je pense que le fait d'être syndiqué, ça nous donne une certaine force aussi pour avancer des propos, pour être soutenu dans ces actions collectives. Concernant la militance, moi je pense que c'est quand même quelque chose qui est acquis au niveau de la profession d'animateur socioculturel. Je pense que ça soit à travers les cours que les jeunes suivent à l'école sociale, que ça soit par rapport au fait qu'on est impliqué dans des mouvements avec les gens. On vit avec des gens, donc on comprend que dans le travail qu'on a avec les gens, il y a des constances, enfin il y a des questions politiques qui se posent, il y a des dimensions politiques, il y a des dimensions économiques. Donc on est porté par ces questionnements. Dans ce métier, il faut pouvoir établir des rapports de force, comme dans toute chose, pour créer des équilibres, que ce soit avec l'administration publique, que ce soit avec les politiques. On se rend compte qu'à des moments, il a fallu se battre pour qu'ils acceptent qu'on travaille par exemple avec les adultes. Pendant une période, il a fallu vraiment se battre pour que le travail en relation avec les adultes puisse exister. Par exemple, c'est un exemple, mais après, il y a d'autres formes de lutte. La formation d'animateur socioculturel ou des autres travailleurs sociaux est très intéressante parce que c'est une profession duale. C'est-à-dire que les gens ont des périodes théoriques, d'apprentissage théorique et d'autres sur le terrain. De ce fait-là, nous sommes plusieurs animateurs socioculturels avoir fait être praticien formateur, c'est-à-dire qu'on accueille des jeunes stagiaires pour une période de 5-6 mois et c'est extrêmement riche de les accueillir. Enfin, il y a une évolution du travail social, il y a une évolution aussi de la manière dont on en parle, les enseignements sont différents. Et je pense que de côtoyer des jeunes qui se posent des questions, qui essayent de se situer par rapport à ce métier, c'est toujours passionnant. Et il y a la remise en question, il y a le doute qui s'instaure aussi sur sa propre pratique. Les gens arrivent toujours, viennent un peu bouleversés de temps en temps, ont des questions qui peuvent nous chambouler, qui demandent des réponses. Il y a des mouvements sociaux différents actuellement qui se mettent en place en relation par rapport à ceux qui existaient dans les années 70, 80. C'est des mouvements qui sont moins marqués par une idéologie, mais c'est des mouvements qui sont en relation avec l'environnement, qui sont en relation avec l'urbanisme, qui sont plus en relation avec les changements des microcosmes. Donc voilà, il y a une autre manière de militer, mais elle existe encore. Donc en tant qu'animateur, je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine transition entre la nouvelle génération, des gens de mon âge ou des gens qui ont une cinquantaine d'années, pour qu'ils arrivent à se comprendre et à voir de quelle manière une dynamique puisse se poursuivre en ayant toujours en arrière-fond l'idée qu'on peut changer des choses dans cette société et qu'on n'est pas seulement là pour contrôler. Alors il y a un risque d'institutionnalisation des maisons de quartier, des centres socioculturels, et je pense qu'il faut, c'est à la nouvelle génération de se battre pour qu'ils continuent à sortir de leurs murs, qu'ils continuent des fois à déranger, à travailler pour la transformation de certaines habitudes. Je pense que la société peut toujours s'améliorer. Donc, si on veut maintenir les conditions quand même assez bonnes qui existent quand même en Suisse, il faut continuer à se battre. On voit que le néolibéralisme est très fort. Il faut que ce soit des syndicats, que ce soit d'autres mouvements sociaux qui existent pour qu'on puisse maintenir nos acquis.